Alors, pour que tu puisses bien comprendre, je vais déjà commencer par, par le début, par la genèse, comment est-ce que je deviens investisseur immobilier. Pour l'acquisition de mon premier bien immobilier, comme je dis toujours, il y avait beaucoup de connaissances que je n'avais pas, du moins, il y avait beaucoup de notions que je ne savais pas. J'avais pris des informations sur le tas, je m'étais formée en gros, bref, j'avais fait quelques petites recherches, mais il y avait plusieurs choses que je ne comprenais pas encore. Donc, du coup, je me suis fait accompagner. Et aujourd'hui, les personnes aussi que j'accompagne, je les accompagne avec des personnes qui m'ont aussi accompagné, quoi, qui m'ont donné cette expérience-là, qui m'ont donné comme ça cette sécurité, qui m'ont donné comme ça par rapport au bien immobilier. Donc, du coup, je me fais accompagner, j'acquiers le premier bien immobilier, je me rends compte que mais ça marche, je reçois l'argent du locataire, je paye les traites, j'ai un delta, c'est clair, qui est négatif, mais après, c'est cool, quoi. J'ai des avantages fiscaux et je me dis, mais je peux refaire l'opération plusieurs fois. Je refais. Bon, plusieurs années plus tard, je me rends donc compte que okay, ça marche bien. Quand j'ai décidé comme ça de ne plus être salarié, j'ai donc lancé la chaîne YouTube pour pouvoir accompagner les personnes qui veulent se lancer sur le même chemin que moi. Mais avant ça, justement, lorsque je me fais accompagner pour le premier bien, pour le deuxième, pour le troisième bien, après je me dis, bon, c'est le moment où je peux me lancer seule. C'est le moment où je peux faire mon acquisition. Moi-même, je n'ai pas toujours besoin d'être accompagnée pour acheter le bien immobilier. Je commence dans la recherche sur Internet. Je recherche, je fais des visites et tout. Et finalement, je trouve un bien immobilier qui est bien, qui m'intéresse et qui est vide parce que là, c'était vraiment un jackpot parce que le potentiel que tu as toujours quand tu as un bien immobilier qui est vide, c'est que tu peux mettre de loyer au niveau de la zone directement et tu peux avoir aussi une certaine flexibilité. Tu peux faire par exemple la location saisonnière, tu peux faire le VG. Bref, quand c'est vide, tu peux encore faire plusieurs choses. Donc, quand je vois l'appartement est vide, les personnes qui habitaient à l'intérieur venaient de sortir. Quand je visite dans la maison, je trouve que c'est vraiment bien. Et les personnes qui vivaient à l'intérieur venaient de sortir, donc avant de sortir, peindre les murs, rendre la maison agréable, quoi. Donc, je fais la visite, tout est OK, tout est nickel. Je me dis, c'est propre. Je négocie le prix avec le vendeur. Je discute, je vois si je peux avoir un petit rabais. Mais là, en ce moment-là, c'était vraiment difficile parce qu'on était sur une autre phase du marché où les taux d'intérêt étaient vraiment bas. Donc, quand tu commençais à discuter le prix, bon, le vendeur te disait qu'il a beaucoup de personnes qui attendent déjà pour le bien, quoi. Donc, du coup, c'est allé vite. Moi, j'ai dit, OK, je prends le bien. Je ne veux pas laisser cette occasion-là passer. Je prends dans le bien immobilier, vu qu'il était vide, je le mets donc en ligne pour trouver de nouveaux locataires. Là, ce n'était pas le problème, j'ai eu une résonance qui était vraiment importante parce qu'effectivement, avant d'acheter le bien, j'avais déjà fait une micro-analyse du coin. J'avais déjà fait une analyse du coin pour savoir que, OK, est-ce que je trouve le locataire dans cette zone facilement? Et avec cette analyse-là, tous les points étaient positifs. J'avais coché tous les points positifs et je savais que le loyer que je veux avoir dans cette zone va être important et ça va vraiment couvrir une grande partie de mes traites. Donc, du coup, quand je mets l'appartement en ligne, je ne suis pas surprise qu'il y a vraiment une forte résonance. Il y a des personnes qui viennent, des personnes qui visitent, il y a des personnes qui disent qu'elles veulent vivre là-bas. En général, j'ai un formulaire, ça s'appelle Mieter-Selbstauskunft, que je peux aussi mettre à ta disposition si tu es en train de chercher un nouveau locataire, que j'envoie généralement au départ à tous les intéressés. Donc, quand tu es intéressé, je t'envoie d'abord ce formulaire, tu remplis parce qu'avec ça, je vais voir, OK, c'est quoi ton salaire, c'est quoi où tu habitais avant, quel était ton précédent bailleur parce qu'effectivement, je peux éventuellement vouloir le contacter pour voir si tu payes toujours le loyer, c'est quoi ta chauffeur, etc., etc. Ce formulaire-là, je vais mettre à disposition si tu es intéressé. Donc, du coup, je trouve le locataire, je dis, OK, voilà la maison, tu peux prendre. Et la personne dit, OK, non, c'est top, nous sommes contents d'avoir cette maison, on va donc prendre la maison et tout le reste. Le contrat de bail est fait, tout est signé, tout est propre, tout est nickel. Mais à ma grande surprise, 3 mois après que les personnes entrent dans l'appartement, ils me font savoir qu'il y a comme ça de la moisissure dans la maison. Je suis vraiment dépassée, je dis, mais comment ça se fait qu'il y a de la moisissure dans la maison? Je dis, oui, la moisissure commence au niveau de la cuisine, ça va au salon et du coup, il va falloir qu'on trouve une solution. Moi, c'est la première fois que j'étais confrontée à ce genre de situation parce que les investissements immobiliers que j'avais fait par le passé, c'était des appartements qui se trouvaient dans les immeubles. Donc, du coup, quand il y avait un problème, c'était l'assurance de l'immeuble qui s'occupait, quoi. Et dans ce cas précis, c'est vrai que la maison aussi est assurée,
Mais pas pour ce genre de problème, parce que là, c'était la moisissure sur les murs et c'était le propriétaire qui devait s'en occuper. Quand je prends les renseignements et que je pose des questions, on me dit « Ah, cette maison, il y a souvent eu la moisissure à l'intérieur. » Ça veut donc dire que le vendeur, quand lui me vend la maison, il sait qu'il y a la moisissure là. C'est peut-être pour ça que les murs ont été peints, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'achetais le bien immobilier, je n'avais pas cette information-là. Sinon, c'est que naturellement, j'aurais pu utiliser cet argument-là pour baisser le prix. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui me disent souvent « Oui, Madèle, il faut baisser le prix et tout le reste. Est-ce que c'est possible de négocier avec le vendeur ?» C'est toujours possible de négocier avec le vendeur quand tu as une raison fondamentale pour laquelle tu veux qu'on baisse le prix. Si j'avais par exemple vu la moisissure naturellement, je me serais appuyée sur ce point de la moisissure pour baisser le prix, pour dire qu'ok, après l'achat, je vais devoir dépenser de l'argent pour ça. Donc du coup, il va falloir revoir le prix à la baisse. Mais là, avant l'acquisition, je n'étais pas au courant de la moisissure du tout. Et voilà que j'achète le bien immobilier. Patatras, il y a la moisissure. Et les personnes qui ont pris l'appartement sont les personnes qui ont pris la maison sont les personnes qui sont un peu âgées. Juste à deux, c'était vraiment bien pour moi parce qu'effectivement, quand tu as deux personnes dans une maison, dans une grande maison, tu sens que la maison ne va pas être vraiment utilisée, si on veut dire ça comme ça. Et ils entretenaient aussi très bien la maison, quoi. Donc du coup, ils me font savoir, ok, il faut résoudre le problème. Je me mets à la recherche des artisans, ce qui n'est pas toujours évident. Je trouve quelqu'un sur Internet qui me dit, ok, il peut résoudre le problème. La catastrophe, c'est que quand il arrive justement pour résoudre le problème, il crée un autre dégât électrique. Donc, il fallait vraiment un électricien encore pour venir résoudre le problème. Alors, en tout et pour tout, j'étais donc sur les dépenses de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent. 5 000 euros, c'est un argent que je n'avais pas prévu de dépenser. Par rapport à cela, et 5 000 euros, c'est vraiment énorme. Donc, du coup, finalement, je suis obligée de résoudre le problème parce que je suis propriétaire. C'est un problème qui incombe la maison. Et comme si ça ne suffisait pas, le couple dans la maison me dit, ok, vu que les travaux sont en train d'être faits et que ça va durer, je pense, ça devait durer peut-être 3 semaines à 4 semaines, la maison est pratiquement en chantier. Ça veut dire qu'on ne peut plus occuper tout l'espace sur la maison. On est obligé de rester au-dessus. Donc, du coup, on ne peut plus payer le loyer total parce qu'effectivement, il y a une partie de la maison qu'on n'utilise pas. Je dis, ok, ils m'ont fait une proposition qu'ils vont donc dorénavant payer juste la moitié du loyer jusqu'à ce que les travaux finissent. C'était pas très cool, c'était pas très attrayant parce qu'effectivement, moi, j'avais besoin du loyer total pour pouvoir payer des traites à la banque. Mais d'autre côté, j'ai regardé juridiquement. En fait, c'est ça. Vu que l'appartement ne peut plus être complètement utilisé, la cuisine ne pouvait pas être utilisée, le salon en moitié ne pouvait pas être utilisé. En plus de ça, il me fait comprendre que bon, vu qu'ils ont un certain âge et que son mari a un problème de santé, ils ne peuvent plus vraiment passer du temps là-bas, quoi. Ils sont obligés d'utiliser juste la moitié de la maison. Donc, du coup, ils vont payer la moitié du loyer. Normalement, c'est un travail qui devait finir en 3 semaines, mais finalement, ça a traîné un peu parce qu'effectivement, entre celui qui devait refaire la moisissure, le poutre et tout le reste, et en même temps, il a endommagé un truc dans l'électricité. En même temps, il fallait quelqu'un pour peindre après, refermer les murs. Donc, il fallait qu'on ouvre les murs, on laisse respirer, on laisse sécher et on laisse sortir l'humidité. Et après, on referme et tout le reste, quoi. Donc, du coup, ça a quand même pris un certain temps pour être résolu. Et quand le problème est donc résolu naturellement, ils sont restés, mais ils ne sont plus restés longtemps parce qu'ils avaient, je pense, un goût amer de la maison, quoi. Parce qu'effectivement, tu en as une maison, tu es content, je te dis, ça te plaît et tout le reste. Après, tu as un cadre de moisissure comme ça, voilà, c'est pas très attrayant. Du coup, ils ont déménagé quelques temps plus tard, mais bon, ça n'a pas été un problème pour moi de trouver un nouveau locataire. Mais en fait, c'était en fait ça, tous ces mouvements-là m'ont fait perdre de l'argent, m'ont fait perdre du temps. Ça a fait que j'ai investi beaucoup plus qu'il ne fallait. C'est vrai qu'en résolvant le problème de la moisissure, et c'est souvent ça aussi qui est bien en investissement immobilier, c'est que quand tu résous un problème, directement tu augmentes aussi la valeur du bien immobilier. Parce que là, je sais déjà que okay, ce problème-là est résolu et c'est bon, quoi. Donc, du coup, tu sais que c'est tranquille. Donc, et là, je suis vraiment on va dire, je peux dormir tranquillement. On va dire ça comme ça par rapport à ce problème-là. Donc, du coup, les nouveaux occupants qui ont pris la maison, jusqu'aujourd'hui, sont satisfaits. Ils paient leur loyer, ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de pression du tout et tout se passe plutôt bien. Naturellement, les dépenses que tu fais en investissement immobilier
tu peux aussi les faire valoir dans ta déclaration d'impôt parce qu'effectivement, c'est un bien immobilier locatif, ce n'est pas un bien immobilier résidentiel. Donc, chaque fois que tu fais des dépenses, donc l'année qui suit, quand tu fais ta déclaration d'impôt, ces dépenses-là peuvent donc être exemptes dans la fiscalité et ça te fait une plus-value qui peut être plus ou moins importante, quoi. Mais au départ, il faut déjà pouvoir sortir là de ta poche pour payer parce qu'effectivement, c'est une responsabilité que tu as en tant que propriétaire et tu as la responsabilité aussi que tes locataires soient voilà, à l'aise, quoi. Tu ne peux pas avoir une maison, un appartement où tu mets les gens à l'intérieur qui sont frustrés, qui sont mal à l'aise et qui payent leur loyer. Donc, du coup, eux, ils payent le loyer pour être à l'aise dans la maison. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo. J'ai dû faire une dépense comme ça énorme. Ce que je conseille souvent aux personnes, c'est de toujours avoir 3 mois de loyer dans son compte pour au cas où si par exemple le locataire ne paye pas le loyer. Mais pour les imprévus, il faut souvent aussi avoir une petite réserve, même si tu es sur un bien immobilier qui est dans un immeuble. En général, il y a les réserves qui sont prévues. Mais tu peux aussi faire une petite réserve à toi. Ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait pas mal de mettre un peu d'argent de côté. Selon ce que tu peux regarder sur Internet, lire, on parle souvent de 50 cents par mètre carré, quelque chose comme ça. Moi, je me dis souvent, ok, tu peux mettre 20-30 euros de côté par mois, par appartement. S'il n'y a rien, ça fait que tu économises de l'argent. Donc, du coup, si tu as déjà 3, 4, 5 biens immobiliers, c'est vrai que bon, tu as peut-être juste une réserve pour au cas où si un bien immobilier a un problème. Tu reçois avec, ça va être difficile que tous tes biens immobiliers aient un problème au même moment, quoi. Bon, moi, par rapport à mon patrimoine immobilier, ça, c'était vraiment la seule fois où j'ai dû dépenser vraiment un montant de 5 000 euros d'un coup parce que c'était vraiment beaucoup. Il y a souvent eu des réflexions à faire sur le bien immobilier, par exemple, que c'est dans le Baden-Württemberg. On a refait le toit, on a divisé les coûts entre les propriétaires. Et ce n'était pas élevé, on était dans les 2 000 euros comme ça, après avoir averti justement les propriétaires qu'on devait faire ce travaux-là. Un autre bien immobilier, on a refait la façade complètement. On devait être dans les 1 000 euros comme ça de dépenses. Donc, cette fois-là, c'était vraiment la fois où j'étais à plus, donc à 5 000 euros comme ça de dépenses pour les travaux. Et quand j'ai regardé en arrière, je me suis dit, ok, je ne m'étais pas fait accompagner. Je n'avais pas quelqu'un à côté de moi qui avait une expertise sur le bâtiment pour pouvoir me dire, ok, ce bâtiment est propre, il est limpide, il n'y a pas de moisissure. Donc, il n'y avait pas cette étude-là qui avait été faite en amont et c'est peut-être ça qui m'a conduit à cette erreur-là. Parce qu'effectivement, pour tous ceux que j'accompagne aujourd'hui, les biens immobiliers que je te propose, ce sont des biens immobiliers qui ont été vérifiés, qui ont été checkés, qui ont été vraiment travaillés, quoi. Donc, du coup, on sait que les problèmes de moisissure, par exemple, hier, par exemple, le bien immobilier que le client a pris, quand tu entres par exemple au sous-sol, tu es à l'aise, quoi, parce que c'est sec, tu sens qu'il n'y a pas de problème d'eau, il n'y a pas de problème d'humidité, rien du tout. Dans les biens immobiliers que je te propose, sont les biens immobiliers qui ont une certaine substance qui te permettent vraiment en tant qu'investisseur d'investir et de dormir tranquillement chez toi, de continuer ta carrière, t'occuper de ta famille sans difficulté. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.